Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur et le Président de la Commission, il a disparu. Bon, quoi qu'il en soit, je me félicite de cette proposition de loi de nos collègues les Républicains sur les aidants ou accompagnants à l'inclusion scolaire. Le sujet en vaut la peine tant pour les jeunes en situation de handicap et leurs familles que pour les aidants qui appuient ces jeunes dans leur scolarité. Quand je siégeais à la Commission des affaires culturelles, j'avais d'ailleurs demandé une mission flash sur le sujet. Bien sûr, cela avait été rejeté. Pourtant, le sujet fait partie de l'actualité du gouvernement, en effet. Monsieur le ministre, vous ne cessez de rappeler que l'inclusion scolaire est une priorité absolue et que le président de la République s'est engagé à ce que chaque élève en situation de handicap puisse bénéficier d'un accompagnement. Bien sûr, rien n'est précisé en termes de délai. Dans 5 ans peut-être, car comme l'évoquait mon collègue François Ruffin et comme l'évoque d'ailleurs l'excellent rapport de juin dernier sur l'aide humaine pour les élèves en situation de handicap, la liste d'attente pour obtenir cette aide est longue. Et je ne parle pas de la complexité de la procédure pour la demander. Mais voyez-vous, Monsieur le ministre, je ne vous ferai pas le grief de cette attente. Dès la rentrée 2017, vous avez en effet créé 8 000 nouveaux emplois d'AESH, venant compléter les 50 000 contrats aidés, dont les CUI, et 22 000 AESH, et les 22 000 AESH existants. Sur le budget 2018, vous avez doublé le budget pour les AESH, en CDD ou en CDI, et vous avez mis en place ce fameux numéro vert. Mais bien sûr, tous ces efforts ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas à combler l'écart chronique entre la demande d'aide humaine et l'offre. Car bien que l'aide humaine ait été multipliée par 5 de 2006 à 2017, soit depuis la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, elle n'arrive pas à répondre à la forte augmentation sur cette même période de la scolarisation des jeunes en situation de handicap. De 100 000 élèves en 2006, on est passé à 320 000 en 2017. Et cela ne cesse de croître de 13% environ chaque année. D'ailleurs, le fameux rapport que je citais s'interroge sur les raisons qui amènent les équipes pédagogiques, voire les parents, à solliciter la mise en place d'une aide humaine plutôt que d'autres formes d'accompagnement, qui pourraient d'ailleurs être plus adaptées. Et par ailleurs, peut-être manque-t-il aussi d'instituts médico-éducatifs, ce qui expliquerait ces embouteillages permanents. Mais c'est un autre sujet. Parce que ce rapport évoque aussi en filigrane que les conditions d'exercice de ces emplois, qui devraient devenir des métiers, ne sont franchement pas attractives. Ça a été évoqué, précarité, mi-temps, salaire misérable, manque de formation, je cite le rapport, une formation de 60 heures qui arrive trop tard ou encore le manque de formation continue et aucune perspective d'évolution. Bon, je ne vais pas rappeler l'historique qui a cette situation. Au début, ce sont les AED, c'est-à-dire les assistants d'éducation, soit des emplois étudiants qui assurent ces missions, puis ce sont des contrats aidés, c'est-à-dire qui ont vocation à remettre à l'emploi, puis les AESH. Chacun relève d'un statut différent, d'un employeur différent et se voit autorisé, selon, d'exercer des missions différentes. Accompagnement individuel, mutualisé, collectif, autorisation à accompagner ou pas des sorties scolaires, etc. etc. C'est la jungle. C'est la raison pour laquelle ce fameux rapport aborde le sujet de cette proposition de loi, c'est-à-dire, je cite, page 29, que le nombre de personnels accompagnants atteint un niveau qui oblige à réfléchir à un statut plus pérenne et construit. Il reconnaît la nécessité d'une professionnalisation accrue et de perspectives d'évolution pour les personnels. Alors, dites-moi pourquoi, chers collègues de la majorité, Monsieur le ministre, ne pas profiter de cette proposition de loi pour avancer sur ces sujets. Parce qu'évidemment, j'ai appris qu'il y allait avoir une motion de rejet. Donc pourquoi se priver de ce débat de fond dans cette occasion? Avec ce rapport, nous avions la matière pour amender, préciser, approfondir sur des sujets concernant le statut. Faut-il créer des postes contractuels, titulaires, des contrats de droit privé, public, rattachés à l'éducation nationale? Parfois, on évoque la fonction publique territoriale. Enfin, bref, il y avait des éléments pour débattre. Quelle formation? La formation, là, effectivement, comme vous l'avez rappelé, il existe une formation, le DEA-ES, option éducation inclusive. Faut-il créer une filière initiale proposant des perspectives d'évolution, comme le demandent certains collectifs, ou parce que la chose se professionnalise? Quid de la formation continue pour une bonne connaissance des troubles dus à l'enfant?
Quelles seraient les missions? En individuel, en collectif, en Ulysse, faut-il des statuts spécifiques à chacun? Quel serait le lien avec les enseignants, les instituteurs, les familles? Enfin bref, tout ça, c'est des questions qui auraient pu être débattues. Vous voyez, on voit à peu près les pistes de travail. Donc ce rapport est plein de conclusions et de propositions que nous aurions pu débattre pour les transcrire dans la loi. Et d'ailleurs, nous avons fait des propositions en ce sens. Mais vous préférez dire non tout d'un bloc. Moi, je trouve ça insensé, hein, insensé pour les jeunes et leurs familles qui attendent des aidants qualifiés et pleinement reconnus, insensé pour ces aidants qui attendent stabilité et reconnaissance. Mais enfin, je vous avertis, si un jour vous décidez de vous saisir de ce sujet, donc une vraie politique sur l'inclusion scolaire devra considérer ce sujet en termes de quantité et de qualité. Et cela aura donc un coût. Et c'est peut-être pour ça que vous reculez. Merci, Madame la députée. La parole est à présent à Madame Elsa Faucillon pour la Gauche démocrate.